BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, Anthony Morel. Bonjour à tous, bienvenue dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end. On est ravis d'être avec vous pour décortiquer pendant une heure l'actualité tech de ces derniers jours. Installez-vous confortablement. Moi, je suis bien installé. Là, je suis dans les chaussons de François Sorel, figurez-vous. Bah oui, François, il n'est pas là. Il va revenir la semaine prochaine, évidemment. Mais en attendant, écoutez, c'est moi qui ai le plaisir de vous accompagner. Donc, évidemment, restez avec nous. Commentez, discutez avec nous. Le hashtag DQJMM, évidemment, sur les réseaux sociaux. Dites-nous aussi dans les commentaires de YouTube, notamment, les sujets que vous voudriez voir abordés. Ça nous intéresse parce qu'on est tous un peu la tête dans le guidon, on a tous nos petites marottes personnelles, mais parfois on passe à côté de certains sujets, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez qu'on aborde en tout cas dans l'émission. Voilà, installez-vous tranquillement, De quoi je me mêle, c'est parti. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. Bon, comme d'habitude, De quoi je me mêle, 2 parties, vous avez l'habitude. On a même une 3e mini-partie avec le bonus. Ce sera tout à l'heure pour les fidèles qui nous suivent à l'audio, cette petite pépite, ce petit bonbon supplémentaire. La 2e partie tout à l'heure, restez bien avec nous. Je profite de l'absence de François pour me faire plaisir. Je ne vais pas vous mentir. On va parler course à pied. Enfin, on va parler montre connectée pour le sport. C'est un sujet qu'on voulait faire depuis longtemps. C'est un objet tech qui cartonne, qui se vend de plus en plus. Et il y a énormément d'innovations. On sera avec le responsable France de Coros. Vous connaissez sûrement Garmin qui est le géant, mais il y a aussi des challengers intéressants dont Coros, et donc on discutera de toutes les innovations montres connectées pour le sport. Ça, ce sera dans la 2e partie. Avant ça, évidemment, on a notre traditionnel club de la presse IT. Et alors, je disais que j'étais dans mes chaussons, mais on est tous en chaussons en fait aujourd'hui, parce que c'est vraiment en famille à la maison, j'allais dire. J'accueille autour de ce plateau Mélinda Davansoulas. Salut Mélinda. Salut Anthony, salut Pierre. Et Pierre Fontaine. Salut Pierre. Salut. Donc tous les deux journalistes à BFM Tech évidemment, donc on est vraiment entre nous, on adore faire venir des gens de tous les horizons, mais là voilà, ça fait plaisir de se retrouver aussi une fois de temps en temps pour parler de l'actu tech de ces derniers jours. Alors il y a plein de choses, il n'y a pas de grosse actu dominante cette semaine, mais il y a plein de petits sujets dans lesquels on va aller picorer. On va parler lunettes connectées. Alors on en parle souvent, mais c'est vrai que c'est l'objet tech de 2026. Il y a beaucoup de rumeurs sur des nouveaux arrivants sur le marché. Nothing notamment, on parle beaucoup de leur smartphone, il pourrait arriver aussi sur les lunettes. Des nouvelles fonctionnalités également du côté de Meta. Enfin, on aura plein de choses à vous raconter. On va parler de la connectivité de nos smartphones, la connectivité satellite avec Apple qui s'allie avec Amazon. On va vous expliquer, on avait beaucoup parlé d'une potentielle alliance avec Starlink. Bon, finalement, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on va voir qu'il y a pas mal de conséquences concrètes sur la façon dont on va se connecter demain sur nos smartphones. Et avant tout ça, on voulait commencer par un sujet qui nous concerne tous et sur lequel on vous alerte depuis des mois, c'est Ramageddon. J'adore ce mot, déjà, Ramageddon. Donc Ramageddon, vous avez compris, c'est Armageddon, l'apocalypse. Et puis RAM, évidemment, pour la mémoire vive. On vous parle de ces pénuries de RAM. On vous dit, attention, les prix vont augmenter. Ça y est, ils ont augmenté. Voilà, c'est parti. On a les premiers indicateurs très concrets que les prix commencent à flamber. Et je voulais vous entendre là-dessus, refaire un petit peu le point sur où est-ce qu'on en est. On a eu des annonces et des non-annonces avec des augmentations de prix à la clé du côté de... Alors, on a eu du Sony, on a du Microsoft, on a du Samsung. Je vous laisse m'expliquer un petit peu ce qui se passe. Qui veut commencer ? Peut-être Pierre et puis ensuite Mélinda. Oui, alors en fait, effectivement, alors moi j'adore les mots valises. Ramageddon, c'est génial, les Anglais sont trop forts pour ça. Ça dit bien ce que ça veut dire. Effectivement, c'est un problème qui dépasse la RAM, c'est-à-dire la mémoire vive qui permet aux ordinateurs de tourner. C'est aussi le stockage flash notamment. Et en fait, cette pénurie, si on va juste rappeler ça rapidement, elle est liée à l'explosion des besoins en infrastructure pour faire tourner les IA, tout bêtement. Alors, quand on crée des data centers et qu'on doit avoir des processeurs qui ont besoin de mémoire vive et qu'on a besoin de stockage, on assèche en fait beaucoup de l'offre. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec une pénurie pour monsieur et madame tout le monde, parce que c'est beaucoup plus facile pour le triumvirat, c'est-à-dire les 3 grands acteurs qui servent de la mémoire, qui sont, il y a 2 Coréens, SK Hynix et Samsung et Micron qui est américain. Donc ce triumvirat, il domine le marché, il sert entre 70 et 90% du marché. Et il a plus intérêt à servir un ensemble de data centers où on va lui commander des milliers de puces d'un coup que de faire des petites commandes à droite à gauche pour satisfaire Acer, Asus et les autres. D'autant que c'est des puces très haut de gamme. Donc voilà, c'est des puces très haut de gamme sur lesquelles il y a plus de marge. Une fois qu'on a installé les chaînes de production, on déroule, on produit des milliers, des dizaines de milliers d'unités. Donc il y a effectivement une vraie rentabilité économique, d'autant plus que on l'a vu
vu, notamment l'année dernière, les géants de l'IA comme OpenAI ont les poches très profondes, ou en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont mis de l'argent dans leur poche, et donc en fait, ils peuvent dire j'achète un peu plus cher, mais je veux absolument de la mémoire et du stockage. Donc ça, c'est les raisons de la pénurie. Ça, c'est le début. Effectivement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le front des constructeurs? Parce qu'on dit depuis des mois, attention, parce qu'à cause de cette pénurie, de manière mécanique, vous allez avoir des augmentations de prix sur vos smartphones, sur les consoles de jeux, sur les ordinateurs portables. Et là, il semble qu'on commence à en voir les... Voilà, on y est, ça commence à piquer un peu là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on vit dans un monde simple. Il y a ceux qui anticipent et ceux qui se laissent prendre par la vague. Et là, on arrive à ceux qui n'ont pas anticipé et qui se prennent la vague de plein fouet dans la tronche. Donc, à commencer par Microsoft, qui vient d'annoncer toute leur gamme de Surface Pro, ordinateurs et tablettes. Ça y est, c'est parti, 200 à 500 euros quand même. 500 $, pardon, selon les configurations. D'augmentation. Oui. C'est énorme. C'est des prix, on n'est pas sur des prix... marché. Hein. Donc c'est parce que c'est des tablettes PC plutôt haut de gamme en général. Plutôt haut de gamme, ça démarre. C'est quoi, c'est 10% du prix, 20% du prix? Ça, plus que ça. Non, c'est plus que ça. 600, ça commence à 800, 1000, 1200 les produits Surface. Donc, on arrive sur des trucs. On parle même de 600, ça va grimper à 600 € sur certains marchés. 600 € d'augmentation. Sur certains produits et certains marchés. Là, non, mais on arrive vraiment, quand je dis, c'est ceux qui n'ont pas vu la vague venir. On parle souvent d'Apple. Apple, c'est quand même les champions de l'anticipation. C'est les seuls qui arrivent à vous sortir un MacBook Neo avec 8 Go de RAM qui tourne. Ils arrivent là-dessus. Les autres étaient plutôt partis sur des options. On va baisser les spécificités techniques des appareils pour rester à des prix équivalents. C'est un peu comme quand vous allez acheter votre pot de yaourt qui faisait 1 kg et qui fait 800 grammes derrière pour le même prix. Bon, là, on arrivait à la même chose. Donc, il y a ça. Il y a aussi eu, mine de rien, il y a la RAM et il y a aussi eu toutes les taxes douanières. Parce que tous les problèmes tarifaires, ça fait aussi un autre truc qui était de faire grimper les prix. Donc, il y a tout ça. Et puis, comme l'a dit Pierre, évidemment, l'argent va à l'argent. Si vous n'avez pas d'argent pour anticiper, vous passez derrière. Samsung, c'est pareil. Samsung, ils augmentent en fait les prix discretos depuis des mois sur les smartphones. Sauf que là, on commence à voir tout le monde arriver. C'est le cas en France aussi, parce que j'ai vu des augmentations sur certains marchés, notamment aux États-Unis, sur les Galaxy, les Fold et les Flip, donc les pliables, avec des augmentations qui n'étaient pas énormes, c'est de l'ordre de 80 $ sur des appareils qui coûtent quand même 2000, donc ça fait des augmentations qui, pour l'instant en tout cas, restent relativement modérées. Par rapport à Microsoft, voilà. Par rapport à Microsoft, on voit quand même la différence, mais en gros, ça va arriver sur absolument toutes les marques et tous les appareils en réalité. Ce qui s'est passé, c'est qu'au CES, par exemple, qui devient un endroit où on a beaucoup d'annonces annonces informatiques, notamment des ordinateurs, on n'avait pas de configuration. Il y en a pour beaucoup, on ne savait pas, il restait très très flou sur les configurations ou sur les prix. Sauf que c'est des produits qui sont annoncés au mois de janvier pour sortir au mois d'avril-mai. C'est pour ça que là, on commence à le voir. Ils avaient annoncé d'ailleurs, quand on leur posait la question à l'époque, sur leur nouvelle configuration, ils disaient les prix, ils viendront plus tard, parce qu'en fait, beaucoup, moi j'avais discuté avec HP notamment, et ils avaient dit, en fait, on a un petit peu de marge, donc on va voir jusqu'où on peut aller, mais les prix, on va les fixer le plus tard possible, parce qu'il y a toujours l'espoir d'avoir, effectivement, il y a toujours un tampon quand même de composants, évidemment, Et puis l'espoir de dire on va réussir à faire le dos rond, sauf que au début les analyses disaient fin 2026 c'est bon, ça va redescendre. Là les plus optimistes disent 2027 ça se tasse, fin 2027 ça se tasse, et les moins optimistes disent 2030 on va peut-être voir la fin du tunnel. Ah ouais. Donc, en fait, on est parti pour un cycle. En fait, jusqu'à présent, les cycles hauts et bas de prix de la RAM et du stockage étaient liés à une explosion de demande ou à une explosion technologique, une nouvelle technologie. Là, en fait, vu que c'est un élément qui est un petit peu hors du spectre, on va dire, et que c'est une demande de l'IA, et on ne sait pas jusqu'où la demande de l'IA va grimper, on ne sait pas quand la cause va cesser. Et il faut attendre que les usines sortent de terre. Il faut environ 2-3 ans pour faire sortir une usine de terre. Oui, c'est ça, parce que ce n'est pas des usines d'ours en peluche ou de chaussures. Là, on parle de c'est des salles blanches, c'est hyper tech. C'est des milliards, voire des dizaines de milliards de dollars. Exactement, donc il y a des gros enjeux. Alors après, comme disait Mélinda, il y a ceux qui ont anticipé, et qui vont pouvoir absorber pendant un certain temps, ceux qui n'ont pas anticipé, et puis il y a un entre-deux. Moi, j'étais un petit peu surpris quand on a vu les prix des PlayStation flamber, notamment, parce qu'ils avaient dit, nous, on est tranquille, on a fait en sorte que jusqu'à la fin de notre exercice fiscal prochain, c'est-à-dire fin d'année, grosso modo, fin d'année, premier trimestre prochain, 2027 du coup, on a à peu près ce qu'il faut pour assurer le minimum. Et là, ils ont augmenté le prix tout de suite.
Ouais. Donc, est-ce que finalement, c'est ce qu'ils ont vendu plus de PlayStation et ils se sont dit, bon, bah, on est obligé de taper dans nos réserves, on y va, ou ils se disent, bah, tant qu'à faire, autant augmenter parce qu'on peut? Je ne sais pas, j'ai pas Alors, les puis il y a aussi, informations moi je me là-dessus. pose aussi Mais la en tout cas, question. il y a peut-être un effet d'opportunité, oui. Oui, c'est ça, parce Oui. qu'il y a aussi. Est-ce que aussi, la pénurie n'a pas bon dos aussi d'une certaine manière? Et est-ce qu'ils s'en servent pas? On l'a vu sur d'autres produits avec les vagues d'inflation depuis la guerre en Ukraine, où clairement il y a eu des augmentations qui sont bien au-delà sur le produit final de l'inflation réelle sur les matières premières. Là, est-ce que finalement c'est pas aussi un bon moyen pour augmenter les marges sur certains produits en disant bah oui, écoutez les gars, c'est à cause des pénuries de RAM et donc bah voilà, on va On augmenter l'a de déjà 10, de connu un 15, peu de la crise des 20%. composants, il n'y a pas de petites économies. Sur la partie gaming, il y a un truc qui est quand même intéressant. Il y a un petit jeu anodin qui est annoncé en fin d'année aussi. Tout le monde va vouloir s'équiper parce qu'on sait que la bascule, par exemple, PS4 à PS5, c'est pas encore totalement faite, même s'il y en a eu beaucoup de vendus. Il y a des gens qui jouent encore beaucoup sur PS4 parce qu'on peut. Ceux qui jouent à GTA 5, pour ne pas le citer, sur PS4, qui attendent GTA 6, évidemment qu'ils vont vouloir avoir la PS5 pour jouer à GTA 6. Ouais, si elle augmente 200 €, c'est toujours ça de prix pour Sony en cours de route. Il n'y a pas forcément d'urgence. C'est la première fois dans l'histoire du jeu vidéo, enfin au moins depuis 3-4 décennies, que à 6 ans de vie d'une console, normalement on est plutôt à moins 50% du prix. Ouais. Là, c'est la première année où on est en hausse, Ouais, c'est et ça, une c'est hausse fou. conséquente. Mais il y a un truc, moi, une remarque que je me faisais, parce qu'on a eu cette discussion il y a des mois. Regardez ce qui est touché, ce qui est concerné par la hausse des prix de la RAM. C'est tout le premium. C'est surtout le haut du panier. On avait peur que ce soit les basses configurations, parce que, évidemment, quand vous êtes un peu ric-rac niveau RAM, vous dites, on va plutôt privilégier les modèles qui valent le plus cher. Et puis, on s'était dit, l'entrée de gamme, ça va peut-être être difficile. Il va peut-être falloir partir sur des vieilles configurations pour pas payer cher. Mais en fait, finalement, les prix, ils augmentent Ouais, c'est ça. sur le haut de gamme. Ouais, c'est clair. Vraiment que sur le haut de gamme, sur le premium. Et c'est intéressant de se dire, ils vont taper dans le portefeuille, en fait, des gens là, les gens qui peuvent y aller. Et est-ce qu'il va pas y avoir aussi alors, ce qu'on appelle dans d'autres domaines la shrinkflation, donc où en gros tu achètes ton paquet de chips, mais au lieu qu'il y ait 100 grammes à l'intérieur, tu vas avoir 85 grammes pour le même prix. Bah là, en fait, on va te mettre moins de grammes pour le même prix en réalité. Et, On y est un peu. ouais, c'est ça. Mais C'est du coup- un des risques. Mais après, il y a aussi, juste pour apporter un léger bémol sur le premium, quand on a Liu Weibing, alors je le prononce très mal, mais le patron de Xiaomi, qui dit que sur certaines configurations, il va y avoir grosso modo 180 € de plus et que ce n'est pas forcément du très très haut de gamme, il y a aussi cette réalité que ça va toucher en fait tous les smartphones en l'occurrence, où le parti pris c'était pour, alors soit parce qu'il y avait un défaut d'optimisation du logiciel, soit pour en mettre plein la vue, on mettait plein de RAM, on gavait la machine de RAM pour que ça tourne bien ou pour permettre de faire tourner des jeux, etc. Et que là, en fait, sauf effectivement à faire la réduction de la configuration, ce qui n'est pas forcément bien vu, on est obligé d'augmenter parce que les achats, ils ont été faits il y a quand même un certain temps. Les achats des produits qui sortent maintenant, ils n'ont pas été faits dans les 3 derniers mois. Et du coup, là, alors j'allais dire, quel conseil on peut donner à ceux qui réfléchissent, j'y vais pas, je renouvelle maintenant? Parce que ce que tu disais, c'est que la crise, elle peut durer potentiellement des années. Donc en fait, il n'y a pas tellement le choix. C'est on serre les dents et puis on achète quand on peut acheter, mais il n'y a pas forcément de j'achète maintenant pour anticiper ou j'attends que la crise se passe en espérant que ça rebaisse à terme. On n'en sait rien en fait, c'est très très compliqué. C'est complexe, mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que c'est le patron de Micron, je crois, qui commençait à dire que ils constataient aussi que, parce que les besoins en RAM pour l'IA sont énormes, comme disait Pierre, mais l'IA, elle est quand même en train aussi d'essayer de tourner en local. Et donc, si elle commence à tourner énormément en local, les besoins dans des gros data centers, dans des gros trucs, vont diminuer. Ouais. Donc, ils risquent de se retrouver aussi avec beaucoup de RAM en stock. Donc, je pense que progressivement, ils vont retourner sur la RAM, le stockage grand public. Ils vont alléger un peu. C'est pas pour tout de suite. Mais moi, je suis plus optimiste Bon, écoute. que vous sur le fait qu'à un moment, c'est comme pour tout. C'est-à-dire que pour le moment, ils focalisent sur tout ce qui est data center, tout l'IA qui a un besoin énorme, mais on voit les solutions qui arrivent en local pour être aussi moins énergivores et tout. Donc, je me dis qu'à un moment, il faut peut-être faire le dos rond et attendre de voir. Mais Bon. oui, c'est pas forcément le bon moyen pour s'équiper. Et il y a un point aussi qu'on n'a pas abordé, c'est les produits qui sont reportés, entre guillemets, sine-die, en tout cas sans grande présentation. Il y a des rumeurs qui disent que la prochaine PlayStation a été décalée parce que c'est inutile de sortir une nouvelle console dont le prix sera forcément élevé parce qu'il y aura beaucoup de RAM. Les Steam Machines,
qu'à titre personnel, j'attendais avec une certaine impatience, qui devait sortir dans le premier trimestre. Maintenant, c'est ouais, d'ici la fin d'année, si ça. Bon, Game Newell, ils s'en fichent, ils nagent dans l'argent, donc il n'a pas besoin de les sortir. Ouais. Mais, et puis, il ne va pas les sortir à un prix qui irait à l'encontre de son intérêt. Mais néanmoins, il y a un frein réel, si ce n'est à l'innovation, au moins à l'arrivée de nouveaux produits Clairement. et à des idées originales. Et ça, c'est une réalité. Merci Lia, hein, franchement, nous mettre dans la On panade n'arrête comme pas de ça. te le dire, Bah non, Anthony, mais tu c'est vois. franchement, autant c'est formidable par plein d'aspects, mais alors là, Arrêtez les vidéos de chats oui, voilà, qui c'est font de ça. la guitare. Ouais, c'est ça. Bon, Arrêtez tout de ils ont arrêté Sora déjà. Oui, c'est un bon début. ça C'est va un bon peut-être- début. Libérer la rame. Libérer la rame, très bon, on va lancer un mouvement. Bon, on va parler. Alors, un objet qui pour le coup est pas trop consommateur de RAM, à ma connaissance, c'est les lunettes connectées. Pour le coup, alors on en parle beaucoup, hein, c'est l'Objectech de 2026, il y a énormément de rumeurs, d'annonces, de choses qui vont arriver après les Meta Ray-Ban. Et donc là, on a 3 petites news à vous partager. La première, c'est un nouvel acteur qui pourrait arriver, qu'on n'avait pas forcément vu venir, mais qui finalement est assez cohérent. C'est Nothing, une marque qu'on connaît bien, qu'on suit. Et d'ailleurs, on va aussi parler d'un casque que tu as testé, Mélinda, de Nothing. Ils font des smartphones, évidemment. Et ils pourraient aussi se lancer sur le marché des lunettes avec IA embarquée. Assez logique, finalement. Tellement évident. Oui, Tellement évident. Non mais Nothing, donc n'oublie pas, c'est la team, le core team qui avait fait OnePlus avant, donc qui avait pareil des Carl Pei. velléités de faire de tout. Nothing, c'est en plus extrêmement lifestyle. Ils ont vraiment ce souci du design, de toucher une certaine jeunesse, d'être vraiment dans l'air du temps. Donc, à l'origine, c'était des écouteurs, puis ils ont fait des smartphones, puis ils ont fait beaucoup de smartphones, beaucoup, des casques, désormais. Donc finalement, de les voir aller sur un produit qui est ultra tendance, lifestyle, avec de l'IA, parce que mine de rien, ils injectent beaucoup d'IA dans leur smartphone et tout, on est dans de l'ultra rationnel, il y a quelque chose de logique chez eux. Après, est-ce que ce sera l'acteur qui va aller au-delà du produit fashion? ouais, c'est ça. Je suis un peu moins mais- certaine. mais Mais c'est- en tout cas, ils ont déjà l'écosystème. Ouais, c'est ça. Et puis l'ADN, parce que vraiment, ils misent beaucoup sur le design. Enfin, je veux dire, sur leur téléphone, c'est les téléphones, donc pour ceux qui ne connaîtraient Ça pas, se un peu démarque. transparents. sans arrêt. Les Le casques, voilà. c'est pareil, ils sont très reconnaissables. Donc les lunettes, on peut imaginer qu'ils vont aussi bosser là-dessus. Parce que finalement, les lunettes, c'est presque plus sur le design que sur les fonctionnalités qu'elles se distinguent aujourd'hui. Parce qu'elles font un peu toutes la même chose. Aujourd'hui, vous avez une IA embarquée qui permet de prendre des appels, d'analyser votre environnement. Mais en fait, ce que veulent les gens, c'est des belles lunettes avant tout. C'est ça qui compte, il faut avoir l'objet, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, mais c'est une réalité. Et ce qu'il faut dire, c'est que Carl Pei, qui est passé, effectivement, qui a lancé OnePlus, qui s'est éjecté ensuite, et qui. Non, mais Ouais, il y a un moment, ils ont dit bah, non, moi, je ne retourne pas dans le giron d'Oppo, bisous, au revoir. Ouais. Et il a donc relancé Nothing, qui est basé en Grande-Bretagne. Il le dit, il a toujours en ligne de mire. J'allais dire un Apple fantasmé, il est très inspiré par la pensée de Steve Jobs et clairement, avoir des lunettes où le design sera soigné, où l'intégration avec l'écosystème déjà existant sera soignée, où on va faire en sorte de trouver des usages, une signature, hein, parce que les rumeurs parlent de l'intégration des glyphes. Alors le glyphe, c'est l'espèce de petit effet lumineux qui est Ouais. sur les Le truc qui téléphones. s'allume quand on. C'est le Voilà. LED, ouais, la Et LED. qui serait donc intégré dans les lunettes. Alors, je ne sais pas pourquoi faire exactement, mais en tout cas pour lui donner un aspect esthétique différenciant, clairement, c'est pertinent et ça s'inscrit d'une certaine manière. Alors, tu disais que c'est la tendance de cette année. Des années. En vieux de la tech, on se disait, moi, la première fois que je suis allé à un CES, c'était en 2007, donc ça fait quelques années. Et il y avait, alors c'était pas des lunettes connectées comme un temps, mais il y avait déjà ce fantasme de la Non, bien lunette sûr. connectée. Non, mais là, le truc, c'est qu'il y a des vraies là, en ventes, fait, quoi. je dirais que ça fait, Les ça fait, Meta ça Ray-Ban, fait, ça a quand 2 même- ans qu'il y a une multiplication des acteurs de toutes les tailles Ouais. qui se positionnent sur le marché parce que il y a plein d'acteurs de petites startups. Alors, les petites startups chinoises, c'est vite 1000, 2000 personnes. Mais il y a plein de petits acteurs chinois qui arrivent avec des solutions hyper intelligentes, qui vont piquer de la techno à ChatGPT, qui vont reprendre un truc, etc., et qui recyclent et qui font avancer les choses. Et donc, ce marché, en fait, qui est, on va dire, largement dominé par Meta, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, il est en train de prendre forme et de prendre forme de manière hyper protéiforme. Ouais, c'est De ça, manière- ouais. et je trouve ça hyper stimulant, en fait, parce que pour une fois, pour l'instant, c'est pas... Enfin, même si Meta est loin devant, il y a plein de choses, de solutions qui émergent. C'est ça. On mais a vu Xiaomi, oui, avoir absolument. un modèle qui a l'air, alors que nous, on n'a pas encore en Europe, mais qui a l'air assez prometteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à, on en rigolait avec Pierre hors antenne, il y a 15 ans déjà, on voyait des lunettes qui faisaient à peu près tout. Alors c'était la salle de cinéma géante, Ouais. puis on a tenté l'affichage sur les écrans.
En fait, il y a eu Ouais, mais des la choses qui différence, sont- c'est que ça marche maintenant, quoi. C'est-à-dire que parce que la maintenant, vous avez des technologie a lunettes qui évolué, ouais. ressemblent à des lunettes, vous avez de la mais- miniaturisation des composants qui fait qu'on a des vraies lunettes avec des fonctionnalités Comme IA tu l'as embarquées dit. qui fonctionnent. Avec de tu l'as dit. l'autonomie. Voilà. Voilà, la force de Meta a été d'aller chercher Ray-Ban. C'est parce que s'ils avaient fait leur modèle, leur façon, un truc qui ressemble à peu près à des lunettes et tout, non, ils sont allés chercher un modèle. Wayfarer, c'est un modèle iconique Ah bah de oui. chez Ray-Ban. Ouais. Donc, on vous donne des Ray-Ban, le truc qui déjà plaît à beaucoup de monde, et on vous ajoute de la tech utile sans chercher à faire too much, parce que à l'origine, écouter de la musique et prendre des photos, c'est pas non plus, c'est pas des fonctions révolutionnaires, mais tellement pratiques. Et ils ont été ultra forts, Meta, là-dessus. Clairement. Ils arrivent déjà à faire en sorte de récupérer les données de tout le monde sans que personne ne râle. Et Ah ça, oui, c'est déjà, ça. quand on est Meta, c'est un exploit. Et maintenant, ils essayent d'ajouter d'autres fonctionnalités, alors justement pour encore plus se différencier. Et c'est intéressant parce qu'on a appris qu'ils allaient lancer une fonction aux États-Unis pour l'instant. Je ne suis pas sûr que ça arrive en Europe tout de suite pour des questions de réglementation. Mais alors, c'est un truc tout bête, vous allez me dire, mais c'est analyse des repas. C'est-à-dire, en gros, dans tes lunettes, vous avez vu ça, hein, en gros, tout ce que tu manges, tout ce que tu ingurgites dans la journée va être analysé et tu vas avoir voilà, le nombre de calories, de glucides que tu as ingérés, etc. Voilà, ça fait partie des petites fonctionnalités. Tu l'as déjà qui- sur ton smartphone. Eux, Oui. ils sont malins, ils le mettent dans leurs lunettes. Moi, j'avais testé Orion, les fameuses lunettes qui doivent sortir Holographique. holographiques Voilà. et tout. Il y a déjà un système là-dessus où tu vois un aliment et on te dit avec quoi tu peux l'associer, ce qui va le nombre de calories. Il y a plein Ça, de je le fais souvent avec ChatGPT, moi, par exemple. Ben voilà, mais eux, ils l'ont intégré. Et c'est vrai que dans Orion, c'est en réalité augmentée, donc c'est vachement Mais pratique. il supprime de la friction, en fait, c'est ça qui est malin. C'est Voilà. c'est ça. Et les lunettes, tu les as sur le bout du nez. Et elles te Mais alors servent, ou après- elles te servent à voir ou pas à voir, mais tu les as et t'es pas gêné. Non, mais c'est C'est ça. ça qui est Mais bien. après, le truc, c'est où est-ce que tu mets le curseur en termes d'intrusivité dans ta vie et dans ta vie privée. Alors, tu vas me dire, c'est paramétrable, je suis d'accord. Non, Mais c'est pas c'est- vrai. Si tu veux l'utiliser correctement, tu es obligé de donner beaucoup Ouais. de données. Voilà, Et non, mais notamment c'est ça. sur Orion et sur les Meta Ray-Ban Display, celles avec des écrans, tu es obligé d'accorder beaucoup de liberté et de partager énormément de données. C'est là où ils sont forts. Bah oui, mais c'est ça ma question, c'est jusqu'où le public va accepter. C'est-à-dire que, tu vois, les Ray-Ban Meta, pour moi, c'était la première étape, mais le curseur, il est relativement faible. C'est bon, ok, tu analyses un peu ce qui se trouve autour de toi, tu peux passer des appels, mais c'est pas incroyablement intrusif. Si tu commences à ajouter l'analyse des repas, si tu commences à ajouter, ils ont déposé des brevets pour ça, la reconnaissance faciale, La où là, tu vas quand même, la géolocalisation. Là, on n'est plus du tout dans le même truc, et je me demande si, tu vois, dans le grand public, si tu veux que ce soit une technologie adoptée par 1 milliard de personnes, eh ben, en fait, les gens vont marcher d'une certaine manière. Bah, sur la reconnaissance faciale, cette semaine, il y a d'ailleurs une lettre ouverte qui a été envoyée à Meta en disant il y a 70 organisations ONG, notamment de défense des droits de l'homme et du respect des libertés civiles et libertés numériques, qui ont dit n'intégrez pas ça, parce qu'en fait, alors, leur angle d'approche est super malin, c'est un super outil pour un pays où, par exemple, des fonctionnaires d'État voudraient déporter des gens. C'est hyper facile, la reconnaissance faciale. Tu reconnais les gens dans la rue et tu peux savoir qui ils sont et tu peux les expulser. Et le deuxième point, c'était les prédateurs sexuels. C'est super. Quand tu as ces lunettes-là, tu sais exactement qui est qui. Tu as toutes ces informations qui ont été mises en ligne sur les réseaux de Meta. Donc, tu as Facebook. Tu peux aussi éventuellement avoir des Du contacts stalking dans le WhatsApp, etc. métro. Et voilà, c'est un moyen de stalker les gens et d'être d'espionner les gens de manière totalement transparente à l'insu de ces personnes, qui est génial. Et donc, en fait, effectivement, cette inquiétude de défenseurs des libertés essentielles, elle va complètement dans le sens de ta question. C'est à un moment, est-ce que la technologie, sous couvert de nous faciliter la vie dans 20% des cas de notre vie, mérite qu'on donne 100% de notre liberté? Oui, absolument. absolument. Et la réponse, chacun doit l'apporter. Ouais. Mais parfois, avoir des libertés, c'est pas mal. Mais c'est là où ils sont forts. C'est-à-dire qu'en ayant opté pour cet objet qui est tendance, moi, les Ray-Ban, je les utilise en solaire, par exemple, c'est hyper pratique. Tu les as sur le bout du nez, tu oublies souvent qu'elles sont connectées. Alors, l'autonomie n'étant pas encore hyper optimale, c'est ça qui te rappelle que tu as des lunettes connectées quand on te dit vous n'avez plus que 20% de batterie, tu fais ah oui c'est vrai, j'avais oublié. Mais tu t'en sers, la partie connectée, est-ce que tu t'en sers ou est-ce que finalement c'est des lunettes comme les autres réellement je m'en sers pour la musique, pour les photos, faire de la vidéo un peu, Meta AI très très peu, c'est ça. Mais parce que je n'en ai pas trouvé l'utilisation. Il manque encore de killer apps sur ces lunettes, clairement. Mais évidemment, mais après, est-ce que les Ray-Ban Meta, on attend autre chose d'elles que ce côté un peu
divertissement, prendre les appels. Quand j'ai mes notifications et que j'ai pas à sortir mon téléphone, j'avoue, c'est pratique. Non, mais c'est pour ça que Mais c'est autoriser beaucoup trop de choses. c'est pour ça qu'ils travaillent sur des nouvelles fonctionnalités. Alors, on parlait la fonction analyse de la nourriture. Alors, ça peut sembler anecdotique, mais je pense pour des gens qui suivent un régime, je pense à des personnes diabétiques, par exemple, qui doivent faire attention à la quantité de glucides qu'elles ingèrent, ce genre de choses. Ça peut être quand même hyper pratique, mine de rien, hein, au-delà du côté anecdotique d'analyser, voilà, il y a combien de calories dans ma quiche Lorraine. Et puis, il y a des fonctionnalités. Alors, par exemple, moi, ce que je trouve hyper pratique, c'est pour le sport. Tu nous as apporté une paire de lunettes, là. Alors, c'est quoi? Ça, c'est les Engo 3. Alors là, on est sur la réalité augmentée. Engo, c'est des Français, hein, c'est ça? C'est des Français, c'est à Grenoble. Ils Ouais, sont c'est basés ça. à Grenoble. C'est conçu et assemblé à Grenoble. Et en gros, là, on est sur de la réalité augmentée. C'est vraiment affichage en couleur sur C'est l'écran. l'étape d'après. Ouais. C'est pour toi. Comme c'est toi qui as les commandes de cette émission cette semaine, Anthony, c'est pour toi. C'est des lunettes pour coureurs. Ah, vous me faites plaisir. On va être avec Coros tout à l'heure, on sera un peu dans la même logique. Je te les ouais. laisserai pour que tu Ouais. ailles les tester. C'est vraiment pour tout afficher. Là, on est sur un objet. Pourquoi je les ai amenés? Parce qu'on est sur un usage des lunettes connectées aujourd'hui qui est hyper spécifique. Il y a aussi ça. C'est-à-dire là, tu vois, les gens qui courent comme toi, moi, ça, j'en ai pas spécialement l'utilité. Ah, moi, je trouve ça génial. Ouais. Et voilà, toi, tu as trouvé ça génial. Les Donc, t'as lunettes, quoi? T'as la vitesse, t'as quoi? allure, cadence, tu peux avoir Le rythme toutes les cardiaque, informations. j'imagine. Tu peux adapter. Enfin, Ah, c'est c'est génial. toi qui vas les configurer Ouais. en fonction de tes besoins. Après, évidemment, tu as l'appli compagnon pour aller avec. Tu commences. Pour toi, Anthony, pour ceux qui n'ont pas l'image, me regarde, et enfin regarde les lunettes à Ah moi, ouais, non, mais mais vraiment en se projetant déjà sur sa j'avoue, prochaine je course. suis la cible parce que quand tu cours, tu regardes ta montre en Eh ben là, général. tu Tu sais, auras quand pas tu fais une besoin. séance de fractionné, par exemple, parce que tu veux voir ton rythme cardiaque, ton allure, machin et tout, bah là, si tu as tout directement dans le champ de vision, j'avoue, là, pour le coup, c'est pas mal. Et Quoi. on les aurait eu pour le marathon, t'aurais été très bien. Bah ouais, mais je l'ai pas fait le marathon. Ah bah J'avais voilà. pas de dossard. Bon, bref, Ah, je vous raconte ma vie. voilà, mais pour l'année prochaine. Mais pour l'année prochaine, ouais, Mais absolument. ce que je veux dire, c'est que les lunettes aujourd'hui, comme on dit, elles sont sur le bout du nez et on peut oublier de les avoir. Moi, j'avais rencontré, j'en ai parlé la dernière fois, des gens qui sont malvoyants. Et là, honnêtement, quand tu es malvoyant, tu te dis pas, je vais investir dans des Ray-Ban Meta. Et pourtant, c'est un game changer pour eux. Complètement. Parce que le côté Meta AI, ça leur permet vraiment d'évoluer dans le même monde que nous. Ouais. Et moi, c'est là où je trouve que la tech est formidable. Est-ce que ça nécessite de filer toutes ces données personnelles? C'est un débat. Mais je trouve que c'est vraiment le form factor idéal. Ouais. Et on voulait parler d'Apple. Je te fais la transition. Eh ben, j'allais y venir. Mais vas-y. Quel est le meilleur truc? Enfin, on sait que depuis toujours, quel est le next step pour tout ce qui est objets connectés qui peuvent améliorer notre vie? C'est de les oublier. Ben voilà, tu Ouais. le mets sur le bout de ton nez, tu oublies, c'est Apple friendly à Je mort. pense que ça peut être aussi la force d'Apple, effectivement. Parce qu'on parlait, donc du coup, il y a le côté data, le côté fonctionnalité plus ou moins intrusive et le côté design. Donc OnePlus, Nothing, lapsus. Avec Carl Pei, il veut être le Apple Voilà. sous Android. Écoute, c'est normal. C'est exactement ça. Donc ça a du sens. Apple, évidemment, ils sont très forts sur le design aussi. Alors apparemment, ils savent pas trop où ils vont, cela dit, parce qu'ils travaillent sur plein de designs différents. C'était ce qu'expliquait Mark Gurman là, cette semaine. Donc, Oui, ça le fait longtemps journaliste. ça qu'on l'a déjà entendu. Ouais, il y a Il disait 4 modèles, des Quatre ronds modèles, ouais. plus ou moins ovales, des rectangulaires. Il teste tout, quoi. Imaginez les lunettes de Tim Cook mais connectées, c'est pour le format rectangulaire. Non mais officiellement, Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Pour qu'il y en ait pour tout le monde. ça comme se les trouve, ça fait des semaines qu'on le voit en photo Oh avec là des là. lunettes connectées Apple. Ça, ce serait très fort. Non, mais ça, t'imagines Ça serait drôle. J'imagine à la fin de la keynote, tu sais, le One More Thing et tout. Et puis, ah oui, vous faites One More Thing, il enlève ses lunettes et en fait, c'est les lunettes Apple. En fait, il te montre qu'il te filme depuis Oh le là début. là. L'écran derrière montre, mais maintenant c'est plus en direct. Donc ça Oui, c'est ce serait- que j'allais dire, ça nécessiterait qu'il revienne en direct. C'est vrai. mais effectivement, donc il y a ces modèles-là qui. Alors, ce qui est intéressant, Apple, c'est qu'ils avaient une sorte de roadmap hyper ambitieuse sur on fait des casques de réalité mixte et on va faire des lunettes de réalité augmentée avec des écrans, tout ça arrive, paf, 2022-2023 et puis finalement plus rien. Bah oui. Ouais. Et puis, voyant, parce qu'ils ne sont pas complètement coupés du monde, voyant que Meta et un peu tout le monde, comme on le disait tout à l'heure, arrivent sur ces marchés, en fait, là, ils arriveraient avec donc ces différents modèles de lunettes, mais qui n'auraient pas d'écran et qui permettraient, pour l'instant, de filmer, d'écouter de la musique, enfin, les usages habituels. Et les deux critères différenciants, on peut l'imaginer en tout cas, ça va être effectivement le design. Et là, ils ne travailleraient pas avec... ils ne pourraient pas forcément aller voir des fabricants de lunettes parce que ils sont déjà pris, hein, ils sont pris par la concurrence, que ce soit Google ou Meta, voilà.
Et en fait, ils se disent, puis nous, le design, on sait faire. Donc, ils auraient leur propre design, ça serait leur propre approche. Ça, c'est le point important. Et puis après, il y aura l'intégration à l'écosystème, voir comment ça va fonctionner avec la Watch, avec les AirPods, évidemment, parce que c'est hyper important. C'est un écosystème santé. En fait, depuis, il y a une tendance qui est évidente, c'est depuis l'arrivée de l'Apple Watch, alors depuis la deuxième génération de l'Apple Watch, où ils ont dit c'est l'ordinateur, le produit connecté le plus personnel qu'on puisse vous fournir. En fait, ils sont en train de renforcer ce côté personnel de l'informatique personnelle. Alors, les écouteurs qui peuvent suivre le rythme cardiaque. Là, on aura des lunettes peut-être. On a la Watch, évidemment. Enfin, voilà. Donc, les lunettes boucleraient un peu cette intégration en attendant une vraie lunette de réalité augmentée, intelligente, beaucoup plus tard. Bon, et à plus court terme ou moyen terme, on a quand même aussi l'iPhone et sa connectivité. Alors là aussi, on a eu une actu assez intéressante cette semaine. C'est l'annonce d'Apple qui va travailler a priori avec Amazon. Alors, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, parce que c'est un peu compliqué, mais il y avait beaucoup de rumeurs sur une alliance possible avec Starlink qui faisait saliver beaucoup de gens en disant, voilà, peut-être que la connectivité satellite passera par Starlink. Et là, visiblement, eh bien, ce serait avec Amazon qui a racheté une entreprise qui s'appelle Globalstar. Et donc là, pour le coup, on va avoir un nouveau type de connectivité sur les iPhones qui passerait justement par ce réseau-là. Comment est-ce que tu imagines le truc ? Il y a un fantasme depuis longtemps qui est va-t-on pouvoir avoir une connexion satellitaire sur nos smartphones ? Là, j'englobe iPhone et Android. Oui, tout confondu. Ouais. Si tu parles de direct to Z, c'est-à-dire je téléphone. Je t'appelle en ça. J'ai plus besoin d'opérateur en fait. Je suis au milieu du désert, j'ai pas de connexion. Hop, je m'oriente, je t'appelle. Et c'est pour le moment, que ce soit sous Android ou sous iPhone, ça se résume à du SOS, en gros. Alors, si, sous Android, ils ont des puces un peu plus avancées pour tenter des appels et des SMS, mais bon, globalement, c'était pour de la sécurité. Le partenaire d'Apple depuis 2022, c'est ça, depuis l'iPhone 14, c'est Globalstar. Sauf que c'était 2 ou 3 ans gratuits, on ne savait pas derrière si on allait payer, bon, on ne paye toujours pas, mais... Sauf que derrière, on se dit, qu'est-ce qu'il arrive au bout d'un moment ? Globalstar, ok, c'est bien, on ne connaît pas, il y a Starlink, ils sont partout dans le ciel. Tout le monde pensait qu'ils allaient aller vers Starlink. On sentait bien qu'Apple, ils n'étaient pas hyper chauds. Ils ne voulaient pas bosser avec Elon Musk, globalement. C'est ça, en fait. C'est ça le problème. Même si c'est le meilleur réseau, après, il y a des questions de personnes qui font qu'ils n'ont pas envie. Même si ce n'est pas Elon Musk qui fait la connexion dans le ciel. Amazon, qui a lancé sa constellation de satellites, pour le moment, il n'y en a que 200. Alors, c'est sûr qu'on est loin des... Je ne sais pas combien il en est encore, Starlink. 10 000. 10 000, c'est ça, quasi. On est très loin. Il était à 11 000, il a descendu à 10 000. Mais voilà, mais Amazon Neo, ça y va par construction. On a vu, ils ont lancé avec Ariane Espace et tout. Ils y vont petit à petit. Là, ils viennent de faire un coup d'accélérateur direct en allant chercher Globalstar, qui est déjà implanté, qui a déjà un service, qui a déjà un client majeur, qui est Apple. Eux, ils l'ont racheté pour 11 milliards. Ouais. C'est vraiment, vous avancez au jeu de loi et là, vous venez de sauter, de faire plus 10 cases vers la concurrence. C'est ça. Donc, c'est énorme pour Amazon, en fait, ce coup de génie réussi parce qu'ils ont assuré un service qui existe déjà, un service qui est connu, Globalstar, c'est connu par les gens qui l'utilisent, avec un client. Pour eux, ça va appeler d'autres clients. Donc moi, je comprends que Starlink fasse un peu la tête, même si Starlink reste le roi de la connexion satellitaire en basse orbite. Ils ont des partenariats à la mort. Mais en gros, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a vraiment, quelque part, 2 énormes mastodontes qui commencent à exister. Américains, il faut préciser les deux. Les Européens sont encore... On arrive tranquillement. Mais tranquillement, surtout, c'est le mot-clé. Surtout, le nerf de la guerre, c'était qui allait récupérer Apple. Et pour le moment, parce que Apple, la connexion satellitaire, c'est iPhone et montre. Il y a l'Apple Watch Ultra. Mais du coup, ma question derrière, c'est est-ce qu'au-delà de parce qu'aujourd'hui, c'est pour faire du SOS, quoi. C'est ça qui fonctionne pour le satellite. Ça coûte cher. Mais bien sûr, ça coûte cher. Mais est-ce qu'on peut imaginer un monde demain, parce que là, pour le coup, ce serait une révolution, quoi, où on pourrait avoir une vraie connexion dans le monde entier satellitaire, où on pourrait faire des appels, des messages, du streaming, de la connexion data, comme on le fait aujourd'hui avec les opérateurs cellulaires, et donc en court-circuitant complètement tous les opérateurs dans le monde entier. Ça, c'est une option possible si on a un réseau avec des dizaines de milliers de satellites, ou est-ce que c'est complètement du fantasme et ça n'arrivera jamais ? Alors, il faut garder une petite part de fantasme quand même, c'est sympa. Mais il y a une double réalité. Alors, juste pour compléter déjà, sur Amazon Leo, dans Globalstar, Apple a quand même investi 1,5 milliard, donc ils n'allaient pas partir comme ça. Hein. Ouais. Voilà, ils étaient un peu plus que partenaires. Clairement. Ouais. Mais donc, juste sur ta question, en fait, si on part du principe qu'on veut que ça fonctionne avec les téléphones tels qu'on les a actuellement entre nos mains,
pour pouvoir se connecter à un réseau, il faut qu'on puisse se connecter aux fréquences, que le téléphone puisse se connecter aux fréquences. Et ça, les fréquences, généralement, auxquelles on peut se connecter, elles sont gérées par des opérateurs locaux. En France, on va dire, par exemple, c'est Orange, SFR, Bouygues Télécom, Free, etc. Et donc, ça veut dire qu'il faut que l'opérateur, et c'est par exemple SpaceX et Starlink ont même racheté des fréquences aux États-Unis pour pouvoir faire du direct tout seul en utilisant des fréquences d'un opérateur. Mais ils ont racheté ces fréquences, le droit d'utilisation de ces fréquences. Ouais. Donc ça, c'est la première question, c'est oui, c'est possible techniquement, mais il faut avoir accès à ces fréquences. Après, on peut imaginer, à venir, un téléphone qui embarquerait une petite puce spéciale qui permettrait une connexion avec un satellite en basse orbite. Peut-être que ça marcherait. Est-ce que ça marcherait aussi bien qu'avec des fréquences, on va dire, terrestres Il y a des habituelles? problèmes de latence Voilà. notamment. Enfin, Ça c'est pas parfait, ça quoi. complique les Ouais, choses. ouais. Mais oui, c'est envisageable, mais ça va demander des négociations, ça va demander une sacrée couverture, parce que pour l'instant, ils sont à quoi, 250 satellites maintenant Là, ils vont arriver à 250. ouais. Amazon, ils vont en balancer 60 là d'un coup en 2 jours. Je crois Ouais. que c'est déjà fait au moment. Mais c'est encore peanuts par rapport. Ah bah, à- c'est rien, mais En fait, ils ont quoi? Je crois que dans les 5 prochaines années, enfin 4 à 5 prochaines années, ils ont plus de 100 lancements prévus, ouais, à 20 ou 30 satellites par lancement. Effectivement. Mais alors, en revanche, à minima. 20 autant. d'ici juillet, il devait être à 1600 satellites, ils n'y seront pas. Et ils ont demandé à la FCC une prolongation parce qu'en fait, pour avoir l'autorisation de mettre des satellites en orbite, ils passent des accords avec l'administration américaine, en l'occurrence, qui leur dit OK pour tant de satellites. En revanche, vous avez jusqu'à telle date, parce que ces satellites, ils ne sont pas juste là pour faire beau dans l'espace, ils sont là pour connecter des gens. Or, si les gens ne sont pas connectés, on peut perdre l'accord, la licence de mettre ces satellites-là. Donc, ils ont demandé une prolongation pour avoir le temps d'arriver à ces 1600 satellites, qui sera la moitié de ce qu'ils visent au maximum. Et c'est une organisation, on ne peut pas les balancer comme ça. Oui, ça demande un peu de temps, clairement. Non, mais il faut que ce soit organisé dans l'espace. L'idée, c'est pas qu'ils aillent se télescoper avec ceux qui sont déjà là, parce que on les a balancés. Enfin, nous, ce qu'on avait vu, c'est à la seconde près, un lancement. Ah oui, Donc, c'est il sûr. faut que tout Tu soit. avais assisté, toi, à un lancement Moi, là j'ai assisté au premier lancement d'Amazon Léo depuis la Guyane. Waouh. Donc, depuis la base de Kourou, du centre spatial là-bas. C'est impressionnant, parce que c'est vraiment un truc millimétré. J'aimerais bien. Oui. C'est vraiment bluffant. C'est que quand on se dit Elon Musk va en mettre 1 million dans l'espace, moi j'ai discuté avec donc tous les journalistes spécialisés, les gens là-bas, ils se disent c'est n'importe quoi, parce que de toute façon, au moment, ça va être surencombré. Et si c'est surencombré, c'est pas que tout le monde va s'interférer, mais on ne sera pas très très loin. Mais surtout, tout ça pour dire qu'il y a aussi un truc, c'est qu'il faut des puces haut de gamme. Et les puces, c'est des puces spécifiques. La connexion satellite, on l'a pas avec son smartphone à 100 balles. Ouais. Ça, pour le moment, c'est réservé qu'au smartphone Très haut de gamme. premium. Ouais. Donc, ça va réduire, pour répondre à ta question, on y viendra peut-être, mais il y a quand même encore énormément de soucis, c'est pas pour tout de suite. On parlait, je te fais des grands signes d'arrêter, Oui, parce je qu'on arrive au bout du temps, et on a encore 12 sujets, alors Mais c'est c'est pour- compliqué, mais c'est pour ça. trop de choses à se raconter. Non, mais juste le casque Nothing, parce qu'on Ouais, en a parlé, donc on quand parlait même du qu'on va casque le Nothing. présenter. Alors, celui-ci, c'est le Nothing Headphone A. Ah, Parce c'est qu'il le... y a eu un Nothing Headphone One, Ouais, parce qu'ils aiment bien les noms tout le ce qui temps. ressemble vachement, hein. Enfin, moi je Ah me bah, souviens de alors- l'autre, c'est le même, non? Ah, tu vas voir, subtilité. Celui-ci est un peu transparent. Alors là, il est noir, c'est pas forcément là où on le voit le mieux. Ouais. Il est transparent sur les écouteurs au milieu, donc il y a toujours ces écouteurs carrés, pour ceux qui ne le voient pas. Ouais. Souvenez-vous, Un sauf peu qu'il- gris peint, enfin... Voilà, peint de- c'est vraiment les plaques. Voilà, les plaques peintes de mie un peu. Oui, mais c'est ce qui les différencie du Oui, reste. tout à fait, ouais, absolument. Et sur le modèle haut de gamme, ils étaient transparents et le cœur de l'écouteur était opaque. Là, c'est l'inverse. Il existe en rose et en jaune, en plus du gris et du blanc. Mais on est sur un modèle à 160 €, alors qu'il était à 270, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, il est quasiment Plus de moitié 250. prix. Ouais, c'est Moitié prix. presque moitié prix. Mais, je vous fais vite fait les atouts. Une autonomie de sauvageon. Vas-y, Soyez- dis. On est à 75 heures avec ANC, Ouais. 130, voire plus, Ah ouais, sans ANC. Honnêtement, l'ANC n'est pas son méga point fort. Elle est Ok. bien, mais... à 130, c'est énorme. Ah non, mais c'est un truc, je l'ai quasi jamais rechargé quand je l'ai utilisé vraiment Ouais, ouais. à balle. C'est vraiment son point très très fort par rapport à la concurrence à ce prix-là. Le design, donc voilà, le design. Quelqu'un qui a un casque Nothing dans la rue, vous voyez tout de suite que c'est un casque Nothing. Il y a aucun doute là-dessus. Si vous aimez, oui. Ça peut être un peu lourd pour certains. Moi, j'ai trouvé ça allait, mais voilà, c'est pas le plus léger des casques. Hein. Mhm. Là-dessus, moi, j'aime beaucoup les boutons. Alors, si on les voit, c'est des Ouais. boutons physiques. Parce que les boutons tactiles, je tape toujours à côté. Donc, ça me fatigue. Et puis là, bon, truc drôle, on parlait de Carl Pei, fan d'Apple. Quand vous faites joujou avec la molette, c'est le bruit de la Ah molette de l'iPod d'antan. Vous ne serez pas dépaysé. Ouais. C'est fun, mais voilà. Le son est pas mal. Je trouve juste que sur le... Alors, pas trop de basses, moi ça me va très bien parce que je suis pas une grosse fan des basses.
Quand on part un peu dans les graphes, c'est pas forcément ultra détaillé, mais comme je disais, on est sur un casque à 160 €, qui est très bien, qui fait le job, honnêtement. Autonomie, qualité du son, design, c'est bien. Oui, vous avez mieux dès que vous mettez 200 €, un peu plus, notamment sur l'ANC. On rappelle, l'ANC, il ne faut pas la mettre tout le temps, c'est pas bon pour les oreilles. Donc, ça peut être très très bien. Franchement, à ce prix-là, c'est un excellent casque. Son concurrent, c'est Sennheiser, le Accentum de Sennheiser, que j'avais testé. Je trouve qu'en qualité sonore, il est meilleur. Mais celui-ci, voilà, autonomie. Bon, bah voilà. Autonomie. Vous avez la autonomie. validation, Mélinda d'Avansoulas, pour le casque Nothing Headphone A. Headphone A, voilà, c'est ça. A, c'est la gamme entrée de gamme chez eux. C'est ça, oui, c'est entre parenthèses A. Oui, Voilà. tout est entre parenthèses. Tout est entre parenthèses, c'est tout un style, hein, Nothing. Bon, bah, très bien. On va s'arrêter là, les amis. Le temps passe trop vite quand on est en bonne compagnie, évidemment. Vous allez rester quand même juste pour le petit module bonus. Alors, on a plein de sujets à aborder. On va parler du clone de Mark Zuckerberg. Ça m'intéresse. Voilà. Oh Est-ce oui, qu'il fallait alors. cloner Mark Zuckerberg? On va tout vous expliquer dans le module bonus. Restez bien avec nous. Puis restez bien aussi pour la deuxième partie. On va parler des montres connectées pour le sport avec Coros. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.